BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et Grégory Volokin qui est avec nous en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Alors, je vois que vous êtes en bras de chemise, Grégory. Ça veut dire qu'il fait peut-être chaud à New York. Je ne sais pas si c'est le début de l'été à New York. Il fait chaud aussi ici en France et à Paris. En revanche, je le disais, l'ambiance sur les marchés, c'est quand même considérablement refroidi. Le sujet automobile reste peut-être le sujet numéro un des gros sujets en tout cas pour les investisseurs, avec des constructeurs automobiles américains qui commencent à s'inquiéter assez réellement, Grégory. Je relisais là une des déclarations de Donald Trump ce week-end à Fox News. The cars are the big one. Il le dit, on peut parler de l'aluminium, de l'acier, de tout ce que vous voulez. Non, le vrai sujet c'est l'automobile, et là c'est la carte maîtresse que je sors face aux partenaires commerciaux qui ne respectent pas les règles du jeu. Oui. D'abord, vous avez tout à fait raison, il fait très chaud, plus de 35 degrés dans la journée. Et c'est vrai que là, l'ambiance aux États-Unis serait franchement pas excellente, sauf que mercredi, c'est la fête nationale, donc beaucoup de gens sont tout simplement absents cette semaine, et heureusement, comme ça, ils ne confrontent pas ce problème qui est un problème qu'on voit tous les jours, malheureusement, depuis des semaines dans le marché. C'est discussion sur les tarifs punitifs. Alors, quand on parle de voitures, pour le moment, il y a la musique d'avenir, mais il y a aussi le présent. La musique d'avenir, c'est ces mesures de rétorsion contre l'Europe, ces tarifs peut-être de 20%, mais on n'en est pas encore là du tout. Par contre, vendredi, la Chine va être frappée par ces mesures de taxation de la part des États-Unis, et la Chine, on sait déjà qu'elle va répondre en remontant à 25% les taxes sur les voitures importées des États-Unis. Alors vous allez me dire, oui, les Chinois n'achètent pas beaucoup de voitures américaines. C'est vrai, ils en achètent pas beaucoup. Les 3 premières voitures importées en Chine des États-Unis sont des voitures allemandes. Et voilà le problème. BMW fabrique ses X5 aux États-Unis, Mercedes, toute une série aussi de 4x4 aux États-Unis. Et c'est ça, les modèles exportés des États-Unis en Chine, et c'est eux qui vont être taxés. Donc ça explique un peu cette ambiance très très mauvaise à ce niveau-là. Et puis, mais surtout, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que les constructeurs américains se sont réveillés. Et par exemple, General Motors dit non, mais continuez pas dans cette voie de guerre commerciale au niveau des voitures. Ça va détruire des emplois aux États-Unis, mais ça va détruire des centaines de milliers d'emplois. Et même, ils ont chiffré aussi en disant, en fait, ça va aussi faire monter le prix des voitures américaines pour les Américains entre 2 et 3 000 $ par voiture. Donc, il y a une opposition un peu partout à ces barrières douanières, sauf que, on le sait depuis très très longtemps, Trump n'écoute que lui-même. Oui, c'est terrible, j'imagine, pour les industriels, alors là, du secteur automobile, parce que l'économie industrielle américaine, elle tourne à plein régime aujourd'hui, et j'en veux pour preuve, là, l'indice ISM manufacturier du mois de juin qui vient de tomber, Grégory, la grande enquête auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier, du secteur industriel, enfin, on explose tous les scores, on continue de progresser au-delà de ce que les économistes pouvaient imaginer encore aujourd'hui, Absolument, on est au-dessus de 60 sur cette enquête, c'est un chiffre très fort, vous pouvez même le comparer avec les chiffres européens récents. Ce que je dirais pour les industriels américains, la grande difficulté, c'est qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui est très connu, c'est le lobbying. C'est quoi le lobbying? C'est que les industries, les grandes chaînes de magasins, enfin toutes les compagnies, ont engagé depuis très longtemps des gens à Washington pour influencer les représentants, les sénateurs, mais les influencer d'abord en les informant des réalités économiques, et puis les influencer par rapport aux futures lois à voter. Sauf que là, ces lobbyistes, ils ne peuvent rien faire, parce qu'en fait le problème, c'est pas d'essayer de faire passer des lois favorables aux voitures ou à un autre secteur de l'industrie. Les représentants américains en ce moment n'ont rien à dire, les sénateurs n'ont rien à dire. Tout vient de la bouche de Trump, et on ne peut pas influencer directement Trump par du lobbying, c'est clair. Donc on a par exemple la US Chamber of Commerce qui s'élève verbalement contre ces problèmes commerciaux, qui dit que ça va créer des pertes d'emplois, qui dépense des millions de dollars en essayant d'influencer le cours des choses. Mais en fait, c'est assez inutile, parce que la courroie de transmission habituelle, donc les représentants du peuple, ne représentent pas grand-chose en ce moment, puisque c'est Trump
qui, in fine, décide à ce niveau-là de l'inflexion que vont prendre ces négociations commerciales. Restons sur l'automobile. On dira un mot de Tesla dans un instant, puisque Tesla a quand même atteint ses objectifs de production avec quelques heures d'avance, visiblement, a précisé Elon Musk ou le groupe. Mais un mot quand même de l'élection présidentielle qui s'est jouée au Mexique avec la victoire historique de la gauche et AMLO, donc l'anagramme de Andrés Manuel López Obrador, le nouveau président mexicain. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin chez vous à Wall Street, Grégory? Alors, dans un contexte commercial, on sait qu'ils sont en train de renégocier l'ALENA, le traité de libre-échange entre Canada, États-Unis, Mexique. Et puis la personnalité de López Obrador aussi. Est-ce que ça en fait un adversaire de choix pour Donald Trump? Est-ce que les deux hommes peuvent trouver matière à discuter raisonnablement, ou est-ce que ça risque d'être à couteau tiré entre l'un et l'autre? Écoutez, on commence à connaître un tout petit peu comment Trump fonctionne. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est de charmer. Il faut se souvenir comment il avait essayé de charmer Emmanuel Macron à Washington il y a quelques mois. Donc, pour le moment, il a envoyé un tweet pour féliciter Obrador en disant que ça va amener peut-être vers des relations encore meilleures dans l'intérêt des deux pays. Donc, pour le moment, on est à ce stade peut-être de se faire un peu des mamours. La grande question, c'est que en face de Trump, qui est un populiste, il va y avoir un autre populiste. Et c'est ça qui pourra amener peut-être au clash, mais pas pour le moment. Et même Trump dit, l'ALENA, oui, je sais, c'est un très très gros sujet, mais alors en fait, je suis pas vraiment pressé qu'on arrive à une résolution de ces négociations avant les élections mid-term, donc avant le mois de novembre. Donc de ce côté-là de l'ALENA, il a mis un tout petit peu d'eau dans son vin, mais de toute façon, c'est extrêmement difficile de juger au jour le jour ce genre d'événement ou de déclaration, puisqu'il est amené très souvent à changer sa position. Mais pour le moment, c'est un peu la détente, en tout cas, avec ce nouveau président élu mexicain. Bon, nous, on peut regarder, par exemple, sur le marché des devises, on voit quand même un peso mexicain là qui baisse de 1% contre dollar, par exemple, cet après-midi, Grégory. Et puis donc, l'automobile toujours avec Tesla. Pari gagné pour Tesla ou pas, Grégory, sur la production de la Model 3? Ah ben oui, évidemment le pari est gagné, puisqu'ils avaient dit qu'ils arriveraient à produire en une semaine 5000 modèles, et ils en ont produit 5031. Bon, maintenant, il faut savoir que sur ces 5031 modèles, la plupart ont été construits à l'arraché, dans une tente. Ça ne veut pas dire que ces voitures vont toutes être même capables d'affronter la route. Ça, j'en sais rien. Mais bon, le pari à court terme, il a été gagné. Maintenant, la grande question, c'est que si on est satisfait de ces 5000 modèles, il faut se souvenir que ces 5000 modèles, notre ami Musk, ça fait 2 ans qu'il les promet, et que par exemple, les objectifs de construction qu'il avait promis il y a 2 ans ne sont toujours pas atteints. Donc, ok, là, il y a une petite embellie sur une semaine. Il y a eu un énorme effort qui a été fait. C'était clair qu'il pouvait pas manquer ça. C'est très très important pour lui. Mais la vraie question n'est même pas là. Je dirais la vraie question, c'est Tesla vaut plus que General Motors. Tesla vaut 61 milliards de capitalisation en bourse. General Motors en vaut 54 000 de milliards. Sauf que Tesla produit 100 fois moins de voitures. Tesla perd de l'argent. Donc tout ça, c'est, je dirais, un peu pratiquement, comment dire, un peu léger de dire Tesla a gagné son pari. C'est un pari très très momentané. Je pense que le grand danger pour Tesla, c'est tout simplement que tous les autres constructeurs automobiles vont marcher de plus en plus sur ces plates-bandes avec des modèles, si ce n'est meilleurs, au moins tout aussi bons, et surtout, ils sauront les construire d'une façon beaucoup plus rapide, que ce soit justement GM, Daimler, BMW et les autres. 5000 modèles produits sur une semaine, 5000 Model 3 de Tesla produits sur une semaine, donc pari gagné, avec un peu de retard malgré tout, mais quand même pari gagné. Le titre Tesla qui gagne un peu plus de 4% sur cette annonce. Et puis Grégory, je voulais qu'on dise un mot alors encore un fournisseur d'Apple qui souffre, c'est TomTom, le néerlandais. Alors ça parle peut-être encore à quelques-uns d'entre nous, hein. Avant les smartphones, il y avait quand même des GPS sur les voitures, des GPS autonomes sur les voitures.
voitures, et TomTom était leader en la matière. TomTom reste très très présent dans la cartographie, et Apple sollicite TomTom depuis longtemps pour justement son application de cartographie. Peut-être que l'histoire est en train de changer. Et on se souvient, Grégory, vous me corrigez, mais si ma mémoire est bonne, il y a quelques années de cela, Apple avait eu de gros problèmes en voulant se lancer justement dans des services de cartographie. Ils n'étaient pas prêts visiblement. Est-ce qu'ils le sont plus aujourd'hui ? Vous posez exactement la bonne raison, c'est que on est franchement dans un univers où c'est le meilleur qui l'emporte très souvent. Et je conduis aux États-Unis, beaucoup de gens conduisent. Personne que je connaisse ne pense à utiliser les cartes de Apple comme GPS, puisqu'on utilise Google Maps et Waze. C'est vraiment les leaders, et on peut peut-être se dire que Apple, qui a vraiment fait des énormes efforts dans le domaine de la cartographie, ça sera pas forcément là-dessus qu'il cherche à développer, ou en tout cas à mettre le focus au niveau des services. C'est beaucoup plus important pour Apple de vendre à la fois de la musique, des films par streaming, etc. C'est peut-être une page qui est en train de se tourner. Alors, je n'ai pas d'informations, mais je dirais, si c'est le meilleur qui l'emporte, pour le moment, loin devant, on a Google et Waze. Et Apple n'est peut-être plus vraiment un service de cartographie qui est devenu nécessaire aux utilisateurs. Bon, Apple, en tout cas, selon les commentaires et les informations, qui pourraient se passer, en tout cas en partie, des services de TomTom qui assure aujourd'hui la cartographie de l'application d'Apple. Le titre TomTom qui chute de près de 9% cet après-midi à Amsterdam. Et puis un mot de Dell, Grégory. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on reparle de Dell, puisque l'entreprise n'est plus cotée depuis plusieurs années? Elle a été sortie de la cote par son fondateur, Michael Dell, Grégory. Pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Alors, elle a été sortie de la... On en reparle parce qu'elle va rentrer de nouveau dans la cote d'une façon un peu détournée. Donc il faut se souvenir que Dell sort de la cote. Dell possède 80% de VMware, la fameuse compagnie de software, et ils avaient gardé ce qu'on appelle un tracking stocks. Donc c'était une action publiquement cotée qui suivait les performances de VMware, qui étaient des très très bonnes performances, très forte croissance. Qu'est-ce que fait Dell? Il rachète ce tracking stock avec des actions Dell. Donc des actions qui n'étaient pas publiques, qui étaient des actions qui étaient détenues en gros par Private Equity et Michael Dell. Donc ça veut dire qu'ils mettent en fait de nouveau Dell sur le marché. Une fois que cette opération sera faite, il y aura donc pour les investisseurs une façon à la fois d'investir dans Dell et une façon toujours de continuer à investir dans VMware. Pourquoi c'est important? C'est aussi le signe que Dell, tout en ayant eu beaucoup de succès en étant privé, perd toujours de l'argent et a plus de 60 milliards de dettes. Ça sera peut-être intéressant pour eux d'avoir de l'équité, des actions, car appeler toujours au marché de la dette, c'est peut-être un peu difficile. Donc à court terme, très bien pour les actionnaires, que ça soit du tracking store ou ceux de Dell. À plus long terme, beaucoup de questions se posent. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous sous la canicule new-yorkaise. Bon, l'ambiance est un peu moins chaude, ou au contraire, enfin peut-être l'ambiance est d'ailleurs chaude sur les marchés, puisqu'on voit quand même le VIX là encore qui monte aujourd'hui à plus de 17, un indice de volatilité du marché américain, et les marchés actions qui sont en baisse. Bon, une baisse mesurée, on perd 0,4-0,5% sur les marchés américains, on baisse entre 0,5 et 1% pour les marchés européens, toujours un petit peu avec les mêmes craintes, les mêmes inquiétudes, mais bon, qui deviennent de plus en plus significatives sur la guerre commerciale, sur la politique en Europe, en Allemagne notamment. Le DAX à Francfort cède 0,4% et à Paris, le CAC 40 cède 0,8%. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, le président de Mescard Financial Services. BFM Business, Intégral Bourse.